À ce stade, la question, c'est déjà où en est-on de ce cheminement du programme. Donc un peu un résumé, une synthèse, en tout cas une tentative de synthèse de ce qui a pu être présenté comme résultat de la recherche. Et pour bien remettre en évidence l'arc narratif autour, donc partir des enjeux fondamentaux que l'on peut assigner à la question de la transformation écologique de nos sociétés et des organisations, donc les 8 grands enjeux qui ont été présentés ce matin, qui sont un peu des conditions sine qua non qu'il faut garder en tête pour se poser donc cette question de la transformation écologique. À partir de là, la question a été de dire, bon, si on s'intéresse à ces 8 enjeux, comment est-ce qu'on peut les instancier dans les organisations, donc par la question de la comptabilité, ce qui est l'angle d'attaque du programme de recherche. Et la question, c'est finalement, est-ce que cette comptabilité avec ces 8 enjeux existe déjà? Alors, le constat a été, par donc les analyses qui ont été faites dans le panel 2, de montrer qu'il y a en fait des tentatives, il y a un certain nombre de travaux qui sont déjà proposés, même il y a un fourmillement de travaux, mais que force est de constater qu'on reste dans des modèles qui sont à peu près toujours les mêmes. Et justement, ça permet de mettre en évidence que derrière la comptabilité, il y a des questions de modèle, de vision du monde, de représentation du monde. Et donc on ne peut pas détacher l'analyse de la comptabilité et la transformation écologique de la comptabilité des modèles sous-jacents. Alors dès lors, ça a posé la question, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Donc on est arrivé à cette question historique et anthropologique en fait, non, pas vraiment, et il y a une nécessité de vraiment inscrire la comptabilité dans une histoire, donc de voir qu'il y a des choses qui sont passées au tournant de la modernité, qu'il y a en fait non pas une problématique sur ce qu'est la comptabilité, mais plutôt sur ce qu'est en fait ce sont des formes de comptabilité prises dans des visions, des cosmologies particulières, et donc que l'on peut prendre la comptabilité sous un angle ou un autre, mais qu'il y a une nécessité du coup de penser à ce qui est vraiment le fondement de la comptabilité. Donc ça a été la dernière partie, où il y a une interrogation donc sur ce qu'est fondamentalement la comptabilité, ce que comptabilité veut dire, et donc d'avoir une recherche, une interrogation sur l'épistémologie de la comptabilité, donc la théorie de la connaissance derrière la comptabilité, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre les interrelations entre la comptabilité, l'économie, le droit. Donc il y a eu tout un point sur les liens très féconds entre comptabilité et droit, notamment droit de l'environnement, mais aussi droit économique, etc. Et ça a permis aussi de mettre en évidence que la comptabilité n'est pas un résidu de l'économie. C'est-à-dire ça, c'est une certaine vision de la comptabilité qui s'est un peu imposée, on va dire d'une certaine façon, parce qu'en plus, ce n'est pas la façon la plus utilisée par les entreprises à l'heure actuelle, mais je vais y revenir. En tout cas, il y a une certaine vision particulière de la comptabilité qui s'est un peu imposée d'un point de vue théorique dans la pensée dominante internationale, qui correspond à une économicisation de la comptabilité et donc faire de la comptabilité un résidu de l'économie, ce qu'elle n'a jamais été. Il faut quand même rappeler que la comptabilité, par exemple, donc au-delà de son adossement au droit, était étudiée, par exemple, au 19e, très largement, plutôt par des sociologues. On a eu les grandes thèses de Max Weber sur ce qu'est la comptabilité, le lien avec le capitalisme, etc., ou par d'autres acteurs. Par exemple, vous avez Proudhon, qui a été un des très grands théoriciens de la comptabilité et qui ne prenait pas du tout ça sous un angle purement économique, loin de là. Donc, du coup, la question, à partir de là, c'est si on va un peu plus loin dans ce qu'a tenté de faire le programme. L'idée qui a vraiment sous-tendu toute cette interrogation, et sur lequel on voudrait faire un petit point justement aussi de conclusion, c'est comprendre que derrière ces enjeux, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Et que ces niveaux d'analyse sont souvent oubliés, et pourtant nécessaires quand on veut s'approprier et quand on veut vraiment comprendre une problématique donnée. Il y a le niveau d'analyse qu'on peut appeler technique. La technique, c'est le comment.
comment fonctionne un outil, comment fonctionne une théorie, comment fonctionne un instrument quel qu'il soit de gestion économique ou autre, sociologique, et comment éventuellement on optimise cet outil, cette théorie, ce concept, etc. Sur le volet de la comptabilité socio-environnementale, force est de constater que la plupart, voire la quasi-totalité de la recherche, et au-delà de la recherche, des travaux qui sont faits sur la comptabilité, restent dans une analyse purement technique, donc sur le comment fonctionne tel ou tel outil et comment optimiser tel ou tel outil. Le problème, c'est que derrière, il y a la nécessité d'avoir une analyse dite critique. L'analyse critique, qui est d'ailleurs une des pierres angulaires des sciences humaines et sociales, c'est justement comprendre que derrière tout outil, toute théorie, toute pensée, il y a toujours des hypothèses sous-jacentes, il y a des modèles sous-jacents, des visions du monde, et qu'il y a aussi des formes de performativité, c'est-à-dire que ces outils, ces théories, etc., font advenir quelque chose, font se réaliser certaines choses et font faire aux acteurs certaines choses, même sans qu'ils s'en rendent compte forcément, et font faire être aussi aux acteurs certaines choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la performativité. Donc dans l'analyse critique, il y a le pourquoi. Pourquoi faire telle ou telle chose ? Et s'interroger donc sur les modèles sous-jacents et qu'est-ce que ça fait être et qu'est-ce que ça fait faire. Donc l'analyse technique et l'analyse critique sont absolument indispensables pour vraiment se saisir en profondeur de ce que sont des instruments, des outils, des concepts, et donc à commencer, pour ce qui nous intéresse, sur la comptabilité et au regard de l'écologie. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. En fait, il y a une nécessité, quand on veut aller vers une transformation écologique, et ça, c'est une des particularités, justement, de poser la question selon l'angle de la transformation écologique, c'est que s'arrêter à l'analyse critique, c'est en fait, au bout d'un moment, tourner en rond sur le fait de toujours rediscuter quelles sont les hypothèses sous-jacentes et ne jamais reconstruire. Alors, il y a une partie de la recherche, justement, qui a commencé un peu à tourner en rond autour de l'analyse critique en ne faisant, en fait, que la critique, après de la critique est devenue la critique de la critique de la critique. Et au final, la question, c'est « OK, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, c'est là où il y a une nécessité d'avoir une analyse normative. L'analyse normative qui a été assez discréditée ces dernières années parce que, justement, on s'est beaucoup focalisé sur l'analyse purement technique. L'analyse normative, elle, pose la question de, ça a été rappelé, où doit-on aller et où doit-on atterrir. Alors, ça me permet de faire aussi un hommage à Bruno Latour. Une grande partie des travaux du programme ont été sous l'égide aussi de Bruno Latour, pas que largement, mais ça me permet de faire un hommage à ce grand philosophe / anthropologue / sociologue / beaucoup de choses, qui est décédé donc récemment et qui a aussi un lien extrêmement fort avec le Collège des Bernardins. Une grande partie de la pensée des collèges des Bernardins était en interaction très forte avec Bruno Latour. Et donc la question, c'est véritablement où atterrir. En fait, il y a la question qui doit être posée. Là, je fais un autre hommage à un très grand monsieur aussi, qui est Laurent Mermet, sur lequel on met aussi une partie des travaux de ce programme, qui posait donc la question déjà de où partir, où décoller, d'où on décolle et où on atterrit. En fait, c'est ça. La fusion entre analyse technique, critique et analyse normative, c'est d'où décolle-t-on et où doit-on atterrir. Mais pour arriver à faire ça, donc pour arriver à cette analyse normative, il y a une nécessité d'être dans une analyse scientifique. Parce qu'autrement, on peut donc poser plein de choses, plein de nouveaux modèles, sans avoir aucun fondement. Et ça, c'est ce qui est un peu, ce qu'on constate un peu malheureusement justement au sein des comptabilités socio-environnementales, c'est que il y a un foisonnement, justement, comme ça a pu être rappelé, de plein de modèles, de plein de propositions, dont la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, sont proposées sans aucune analyse sous-jacente, c'est-à-dire aucune analyse technique, aucune analyse critique, et ne font que rajouter en fait des gouttes d'eau supplémentaires à un océan de propositions dans lesquelles on a tendance à se noyer un peu. Et du coup, il y a cette véritable nécessité. Quelque part, cette transformation écologique impose
de prendre la question de l'analyse normative d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire à la fois de ne pas pouvoir dissocier l'analyse normative de l'analyse technique et critique, et dans l'analyse normative, de véritablement en faire une dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire de poser les hypothèses clairement sur lesquelles on travaille, et quel est le futur souhaitable, où on veut aller, pour permettre un débat démocratique et encore une fois scientifique sur les modèles qui sont proposés. Et là encore, force est de constater qu'il y a très peu d'analyses réellement normatives et de recherche normative, même s'il y a beaucoup d'appels du pied. Très récemment, dans des grosses revues, des grandes revues de comptabilité socio-environnementale, a été rappelée la nécessité de développer de la recherche normative, qui est toujours en fait un parent pauvre de la recherche en comptabilité socio-environnementale notamment. Alors tout ça permet en fait de comprendre que le programme de recherche a été d'abord et avant tout de formuler et d'affirmer, d'approfondir des analyses techniques et critiques sur une certaine vision, une certaine orientation concernant les enjeux écologiques et la transformation écologique des sociétés, c'est-à-dire d'un côté prendre la comptabilité au sérieux, c'est-à-dire au sérieux absolument pas comme un simple outil, mais véritablement comme un cadre conceptuel, comme l'architecture des organisations, des activités humaines organisées, et selon une vision de l'écologie, là aussi prise au sérieux, donc comme on l'a rappelé, la science et la connaissance des interrelations humains non humains, incluant les conditions de coexistence et de cohabitabilité. Et tout cela a conduit, et ça a véritablement été aussi le travail de ces 3 années de réflexion, à renforcer, et j'insiste sur ce terme, à renforcer quelque chose, à renforcer une certaine perspective sur l'approche normative. C'est-à-dire que le but du programme n'était pas d'aller spécifiquement sur une analyse normative, c'était d'abord donc d'asseoir une analyse technique critique, mais en posant la question, et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, comme on avait commencé à le dire en introduction du programme ce matin, on a réinterrogé et on a mis en perspective, en fait, une certaine vision, une certaine façon de se saisir d'un point de vue normatif de ces questions. C'est-à-dire renforcer un cadre spécifique, particulier, à la fois de problématisation et lié à un processus de méthodologisation qui en découle et qui correspondent en fait à des programmes qui préexistent au programme des Bernardins, qui sont largement toujours à court, qui sont des programmes de recherche et en fait recherche et développement, qui sont celui du programme CARE, du projet CARE et du projet de comptabilité écosystème centré. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment le programme de recherche des Bernardins a permis, je reviens sur ce terme, de renforcer un certain cadre d'analyse de comment on se saisit de ces problématiques pour fonder autre chose. Et donc ça a permis à ces projets de pouvoir trouver une nouvelle aussi vigueur dans une analyse critique et technique renforcée et approfondie. Alors, avant justement d'expliciter en fait les tenants et aboutissants de ces projets, et en fait exactement plutôt du cadre conceptuel et des méthodologies qui en découlent, ou une certaine façon de s'approprier et de prendre en considération la question de la comptabilité écologique, je veux juste faire un tout petit point, là c'est un peu un point engagé, sur ce qu'est une posture normative. Parce que comme je l'expliquais, en fait, malgré des appels du pied de la recherche, enfin de certains journaux sur la question de la recherche normative, il n'en reste pas moins que c'est un type d'approche qui est encore trop dévalorisé. C'est-à-dire que derrière la posture normative, il y a une certaine particularité qui fait qu'à partir des années à peu près 80, véritablement, dans le champ de la science, il a été considéré qu'avoir des approches normatives était non scientifique, parce que les scientifiques proposaient quelque chose et que forcément, en fait, leur rôle n'était pas là, c'était de faire de la description ou de l'analyse critique, point à la ligne. Et le problème, c'est que ça a commencé à couper aussi le monde scientifique du monde praticien, de la société civile. C'est-à-dire que là où les scientifiques ont toujours, historiquement, été dans des postures justement d'interrelation, d'intermédiation, où il y avait en fait des forces de proposition de la part des scientifiques qui étaient débattues avec les praticiens et la société civile, à partir des années 80, il a été décrété que ça, ce n'était plus de la science. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ça. Et l'autre problème, c'est que ça a conduit aussi à l'idée que dès que des modèles étaient proposés par des scientifiques, du point de vue de la société civile et des professionnels, il y avait en fait un soupçon que ce n'était justement pas de la science.
Et donc là aussi, il y a vraiment un lien à retrouver, à reforger, un lien historique sur le fait que si on veut arriver à aller dans une transition, une transformation écologique, ça doit se faire de façon partenariale avec la création de nouveaux modèles qui sont à la fois fondés scientifiquement, donc posés par des acteurs scientifiques, et complètement en fait articulés avec les pratiques et la société civile. Alors du coup, justement, quels sont donc ces deux projets qui ont été renforcés, encore une fois, réinterrogés et renforcés par le programme de recherche. Donc déjà, le cadre du programme CARE, qui signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il ne s'agit pas ici de faire un travail d'explicitation complet du projet CARE, d'autant plus que en fait, il y a eu un séminaire plénier déjà consacré à CARE et d'ailleurs aussi à la comptabilité écosystème-centrée. Donc les vidéos sont en ligne sur le site du Collège des Bernardins. Ça me permet de redire que les travaux, les séminaires pléniers en fait, du programme de recherche ont été enregistrés et sont disponibles en ligne dès maintenant sur le site du Collège des Bernardins. Donc je vous invite largement à aller les consulter. Alors, derrière donc CARE, il y a un certain nombre de constats qui sont totalement alignés et à nouveau, je le redis, renforcés par le programme de recherche. C'est que, premièrement, la comptabilité classique, c'est-à-dire même bien avant en fait, l'advenu du capitalisme, est celle qu'on retrouve au cœur des entreprises dans leur intimité de tous les jours, c'est-à-dire le fonctionnement de l'économie, ce qu'on appelle réel, fonctionne sur un cycle particulier qui correspond à une architecture justement organisationnelle très particulière, et qui est une sorte de comptabilité de subsistance. Et comment est-ce qu'on fait pour garantir une stabilité des organisations dans le temps? Donc c'est vraiment une question qui n'est pas liée à une rentabilité ou quoi que ce soit, c'est une question de stabiliser des activités dans le temps. L'idée est de dire qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont des avances en fait, aux organisations. Ces avances sont employées et sont utilisées, ça permet de créer de la valeur, et la création de valeur doit garantir le remboursement de ces avances. C'est quelque chose d'assez on va dire assez simple à comprendre, c'est vraiment le fondement de toute l'architecture organisationnelle et donc de la comptabilité des organisations depuis au moins le Moyen-Âge et qui perdure dans la compréhension de la vie des entreprises au jour le jour, en fait, dans le monde entier. Ce qui se passe, c'est que dans cette vision-là, la notion de capital, ce qui est capital en fait pour l'entreprise, étant envisagée sous l'angle de ce qu'on appelle une dette et non un actif. Ce qui est un point essentiel à comprendre, à avoir en tête, c'est que ce qui est capital du point de vue de l'entreprise dans sa vie de tous les jours, c'est en fait les avances qu'on lui fait et qui constituent donc des choses à rembourser à terme. Donc en fait, ce sont les dettes. Ce qui est capital, ce sont les dettes. Le capital, ce n'est pas une chose, en fait, ce n'est pas un actif productif. Le capital, ce n'est pas directement la productivité, et ça, c'est pour ça que je parle de comptabilité substantielle. C'est qu'une organisation repose non pas sur du vent, c'est-à-dire des choses purement productives en l'air. Elle a une emprise, en fait, elle repose sur un socle qui est de dire ce socle-là qui permet l'activité doit être préservé au long terme. Donc ce n'est pas exactement la même chose de dire on a une sorte de vision un peu éthérée de ce qui est productif et on va optimiser ce qui est productif que de dire on part de quelque part et il faut être en mesure de garantir le retour de là où on est parti. À cela, en fait, s'oppose ce qu'on appelle les comptabilités en valeur notamment de marché, dont on peut démontrer, et d'ailleurs on est revenu aussi aujourd'hui sur ces points, sur cette question, qui favorise une certaine vision particulière de la gouvernance, avec cette idée donc d'optimiser la productivité et la rentabilité selon une vision actionnariale. Par ailleurs, toujours dans les constats qui ont été là encore renforcés par le programme de recherche, c'est que les modèles comptables qui visent à intégrer les questions socio-environnementales dans une logique de valeur et dans une vision très technocentrée et très économicisée de la nature, donc la nature qui ne serait prise que comme un nouveau centre de productivité, conduit en fait à ne pas pouvoir garantir des enjeux de préservation sur base des sciences écologiques, des écosystèmes, et en fait on peut même l'étendre aux êtres humains. Et donc tout ça est couplé, provient notamment d'analyses dites bioéconomiques qui permettent de le montrer très clairement. Donc malheureusement, alors qu'il existe encore énormément de travaux qui restent obsédés par l'idée que la nature ne devrait être intégrée dans l'économie et donc au final dans la comptabilité, parce qu'avec cette image de la comptabilité comme résidu de l'économie uniquement sous l'angle des bénéfices rendus par la nature, en fait on peut même démontrer qu'on est
pas du tout alignés sur des enjeux de préservation scientifique écologique des écosystèmes. Donc tout ça a permis de poser le programme CARE, qui est de dire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne repartirait pas de l'architecture traditionnelle des organisations, c'est-à-dire on a un socle, on fonctionne avec ce socle, à partir de ce socle, donc on va construire une activité, et il faut être en mesure de garantir la préservation de ce socle. Et de dire que maintenant, dans ce socle, qui était purement financier historiquement, on va inclure d'autres types d'entités capitales, qui vont être des entités capitales, donc sociales, naturelles, et en fait, de façon générale, écologiques. Et de dire que derrière les organisations, il y a des socles qui sont non seulement financiers, mais aussi écologiques. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir les définir pleinement, il va être nécessaire de les réinsérer dans leur territoire et leurs écosystèmes, d'où la nécessité d'avoir des comptabilités écosystèmes centrées, comme va l'être présenté juste après. Alors, pour donner quelques idées, très rapidement, donc derrière le projet CARE, en fait, il y a 3 niveaux de réflexion qui sont en lien avec ce que je viens d'exposer. Il y a déjà, avant tout, un cadre conceptuel qui est en fait comment est-ce qu'on restructure une pensée de l'organisation avec un changement des modèles organisationnels. Donc là encore, on revient sur cette idée de prendre au sérieux la comptabilité. La comptabilité, c'est une architecture, il y a des plans de compte, il y a une façon de reposer une structure des modèles organisationnels. Ensuite, il y a une méthodologie qui est complètement déduite de ce cadre opérationnel. Donc CARE est aussi une méthodologie qui est opératoire, avec une restructuration des tableaux de bord, des analyses des performances, des modalités de financement, etc., etc. Et dernièrement, à partir du cadre conceptuel, donc si on va dans le cœur de l'entreprise, donc on déploie des méthodologies opératoires dans l'entreprise, et si on prend un peu de recul, le cadre conceptuel de CARE permet d'imaginer, en fait, de poser des bases théoriques socio-économiques renouvelées à partir d'une autre vision des architectures organisationnelles. Alors concrètement, actuellement, la CARE en fait, est organisée autour de communautés. Une communauté de recherche qui est fédérée par la chaire comptabilité écologique et une communauté de professionnels, d'ONG et d'individus au sens large qui est fédérée par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. D'ailleurs, le site officiel de développement du projet CARE en fait, se situe sur le site du CERCES que là, je vous invite évidemment à consulter. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de mises en œuvre de CARE qui se font sous l'angle de projets de recherche. On en a à peu près une quinzaine actuellement. Donc, comme je dis, fédérés par la chaire, mais ça ne veut pas dire dans la chaire. Hein. Il y a des programmes de recherche ailleurs de la chaire. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des missions, c'est-à-dire des mises en place opérationnelles de CARE dans les organisations. Alors, en tout, entre projets de recherche et missions, on en est à peu près à une trentaine d'organisations publiques, enfin privées et publiques maintenant, qui ont fait le pari de CARE. On a un certain nombre de préétudes qui sont là en fait pour permettre la mise en place de missions à terme et qui permettent de déblayer le type de données qu'il est nécessaire pour mettre en place CARE. Et on a des mises en œuvre de sensibilisation qui sont d'ailleurs demandées par un certain nombre d'ONG pour permettre en fait de justement sensibiliser à l'imaginaire derrière CARE à partir de cas simplifiés et qui donnent envie en fait de partir dans cette façon de conceptualiser et reconceptualiser l'organisation. Alors très rapidement, et là encore une fois sans entrer dans les détails, mais ça me permet de faire le lien avec la présentation suivante, ça me permet de faire le lien aussi avec le fait, je parlais donc de fédérer des entreprises, mais aussi des professionnels, mais de fédérer aussi des ONG. Par exemple, on travaille très activement avec le WWF, entre autres, et a été fondée une initiative qui s'appelle le Lab Capital Naturel. Capital naturel au sens de CARE, c'est-à-dire comme entité capitale, comme dette écologique. Et au sein du Lab Capital Naturel, sur le site qui donc, vient d'être nouvellement créé, vous avez donc toutes les phases, toutes les phases méthodologiques de CARE qui sont explicitées. Donc, dans la méthodologie, il y a actuellement 8 phases qui vont en fait de la définition des capitaux. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais si, ça, voilà. Donc, de la définition des capitaux extra-financiers comme nouveau type d'avance et donc nouveau type de dette écologique, en passant par la définition de comptabilité biophysique au sein des entreprises. Donc, il y a toute une comptabilité purement biophysique qui traite la chaîne de valeur des organisations avec l'insertion des nouveaux types de capitaux, donc d'entités capitales, qui va jusqu'à la restructuration du grand livre, des plans de compte, etc. La définition des bilans compte de résultats jusqu'à l'analyse des performances. Ces 8 étapes, en fait, sont 8 étapes structurantes pour vraiment
comprendre comment, d'un point de vue vraiment très opérationnel et méthodologique, on peut arriver à se saisir de la rentrée dans les modèles organisationnels de nouveaux types d'entités capitales qui sont prises donc dans leur acception écologique pleine et entière. Alors je vous donne juste là, je ne commenterai pas ce que ça donne. Donc là, c'est un bilan et compte de résultats qui a été totalement anonymisé. Donc, alors ce qui est très intéressant, je tiens à le signaler, c'est que actuellement la totalité des missions, je ne parle pas des projets de recherche, la totalité des missions de CARE, donc qui sont des missions payantes pour les entreprises, sont sous le sceau de la confidentialité totale parce que, et c'est pour ça que je le signale, assez rare dans le domaine des questions socio-environnementales, les entreprises ne mettent pas en place CARE pour communiquer à fond sur leurs engagements sociétaux, mais les utilisent comme plan stratégique pour restructurer véritablement leur activité et donc ne communiquent pas dessus et demandent en fait à avoir une confidentialité totale. Ce qui est une avancée assez forte, en fait, ça peut être étonnant, mais une avancée assez forte, où on n'est pas du tout sur de l'affichage en train de dire, voilà, on a mis en place ça, c'est génial ce qu'on est en train de faire. Non, on est vraiment sur une volonté de comment avoir une vraie vision de ce qui se passe, la plupart du temps d'ailleurs. Les images qui sont envoyées sont assez dégradées, ce qui oblige justement à vraiment à repenser stratégiquement ce qui se passe au sein des organisations. Donc là, une autre image pour montrer, alors ça ne se voit sûrement pas du tout, là c'est la phase en fait avant le bilan et le compte de résultats, c'est pour montrer qu'il y a toute une organisation de comptabilité biophysique qui est basée sur des tableaux de bord qui sont vraiment connectés au modèle organisationnel, etc. Donc vous avez en fait tout un mapping de l'activité de l'organisation qui est faite pour recomprendre son lien et les dégradations attenantes aux entités capitales, donc aux entités socio-environnementales. Et du coup, tout ça oblige à, justement, quand on parle du point 1, c'est-à-dire la définition des capitaux extra-financiers, donc des entités capitales à préserver, eh bien, pour arriver à le faire, on ne peut pas y arriver si, justement, on ne réinsère pas ces entités capitales dans leurs écosystèmes, dans leurs territoires, dans leurs socio-écosystèmes. C'est-à-dire que pour simplement rentrer dans CARE, il y a un moment donné, on est obligé de poser la question, bah oui, mais ces capitaux extra-financiers, ils existent dans leur socio-écosystème. Donc là, il va falloir déployer des systèmes comptables au niveau des écosystèmes. Et donc on a le lien qui va se faire entre d'un côté CARE, qui prend donc les capitaux extra-financiers, donc au sens de CARE, et qui va dans l'organisation, et de l'autre côté, les entités capitales qui sont donc maintenant, qui vont devoir être prises dans leur socio-écosystème avec une structuration via la comptabilité écosystème centré. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la suite du coup sur la question de la comptabilité écosystème centré. Juste en réaffirmant ce que vient de dire aussi Alexandre, c'est que le programme de recherche, en re-questionnant et en se réappropriant en ses propres termes ces deux programmes de recherche que sont CARE et écosystème centré, ont d'une certaine manière renforcé certaines idées qui en sont au fondement et aussi l'idée d'une convergence et d'une articulation possible entre ces deux programmes de recherche. Idée qui avait déjà été posée d'ailleurs à l'occasion d'un atelier de travail qu'on avait sous l'égide d'ailleurs de Jacques Richard et de Laurent Mermet en 2014, où on avait commencé à explorer cette idée. Alors je vais dire quelques mots des recherches en comptabilité écosystème centré. L'enjeu n'est pas de rentrer dans le détail. Comme pour Alexandre, je renvoie pour ça à la vidéo notamment qu'il y a sur le site des Bernardins de la plénière. Et puis sur aussi quelques grands constats du programme de recherche qui ont été évoqués aujourd'hui et qui sont en lien en fait avec la comptabilité écosystème centré. L'enjeu, comme pour ce que vient de faire Alexandre, c'est surtout d'ouvrir un horizon de travail puisqu'il s'agit d'une étape de la réflexion pour des projets qui sont en cours, qui sont encore en cours aussi de conceptualisation, d'expérimentation, de développement, puisqu'on est bien dans cette phase du programme de recherche où on regarde vers le futur. Alors, pour faire ça, j'ai fait des petits dessins et j'aimerais en fait repartir de cette notion d'entité en fait capitale à préserver, qui est un élément important de la conceptualisation de CARE et de la comptabilité écologique et qui est en fait le point de départ des travaux en comptabilité écosystème centré,
sous le terme d'écosystème sur lequel je reviendrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'entité capitale à préserver quand on cherche à l'incarner réellement sur les territoires? Je vous propose d'imaginer avec moi une entreprise qui a des activités industrielles en bordure d'une lagune méditerranéenne, du type l'étang de Thau ou l'étang de Berre, par exemple. Imaginons aussi que cette entreprise rejette un certain nombre de polluants dans cette lagune qui affectent son bon état écologique, qualité de l'eau, menace sur la biodiversité. Imaginons même que cette entreprise mette en place une comptabilité écologique, par exemple la méthode CARE, et engage un processus de réflexion sérieux sur les éléments de cadrage qui viennent d'être mis en avant par Alexandre. Elle va alors chercher à caractériser ces fameux capitaux naturels qu'elle emploie dans son processus productif et ce faisant qu'elle contribue à dégrader pour pouvoir évaluer sa dette écologique. Et elle va chercher à également définir des actions de maintien, de restauration de ces capitaux naturels, à les budgéter, à en suivre les coûts. Toutefois, cette réflexion est indispensable sur la caractérisation des entités naturelles dont on parle, va se heurter à au moins deux problématiques fondamentales. L'une qui relève plutôt des sciences de l'écologie et l'autre qui relève plutôt d'analyse ou de problématiques socio-organisationnelles. La première problématique, c'est que la caractérisation et le dimensionnement écologique de l'impact négatif ou positif d'une activité donnée, d'une entreprise donnée, sur une entité naturelle ne peut se concevoir que dans le cadre d'une analyse conjointe des activités impactantes des autres organisations sur le même écosystème. Pourquoi ? Premièrement, la grandeur d'un impact au regard du bon état écologique d'une entité naturelle est forcément à considérer relativement à la grandeur des impacts des autres organisations sur la même entité. D'autre part, il existe des phénomènes biophysiques, écologiques, de cumul, mais aussi de combinaison d'impacts directs, indirects, produits par les activités de diverses organisations sur un même écosystème et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Si on reprend ainsi l'exemple de notre lagune, pour évaluer la grandeur de l'impact des rejets de notre entreprise industrielle sur la qualité du milieu aquatique et de la biodiversité, il va donc falloir analyser qui sont les autres organisations privées ou publiques qui conduisent des activités affectant elles aussi la qualité du milieu, et il va falloir se demander dans quelle mesure ces impacts négatifs ou positifs vont se cumuler, se combiner, de telle sorte à produire un certain nombre d'effets, parfois émergents, puisque les écosystèmes sont des systèmes complexes, sur le bon état écologique. Par exemple, sur ce même étang, il peut y avoir, en plus de cette pollution industrielle, des rejets domestiques d'une collectivité dont la population s'accroît, notamment en été, des apports d'eau douce par une centrale hydroélectrique qui va créer un déséquilibre de salinité dans ces milieux où l'équilibre eau douce eau salée est très fragile et garantit un certain milieu écologique. Des phénomènes de forte chaleur dus au réchauffement climatique, ce qui renvoie à d'autres formes de responsabilité qui vont, en fait, par exemple, provoquer le développement d'algues quand il fait très chaud ou favoriser l'élévation du niveau de la mer, et éventuellement des activités de restauration écologique des zones humides ou de gestion conservatoire de certaines bordures de l'étang par un groupement d'intérêt écologique, action qui peut participer à une certaine protection. Et donc, s'intéresser aux entités capitales à préserver, eh bien, on ne peut pas se limiter à l'analyse de ses propres impacts. C'est aussi devoir s'intéresser à la manière dont ces impacts vont se combiner, s'agencer avec les effets provoqués par les actions des autres sur ce même écosystème pour produire des impacts négatifs ou positifs sur les poissons, les amphibiens, les différents habitats d'eau salée ou d'eau douce. Il s'agit aussi de considérer qu'un certain nombre d'organisations dépendent, pour leur existence même ou pour leur viabilité économique, du bon état écologique d'un milieu naturel. On peut penser à des activités touristiques, à des activités de conchyliculture ou de pêche, ou tout simplement à des associations naturalistes qui dépendent, qui attachent une valeur intrinsèque à la défense de la nature. Tout ça nous amène à la seconde problématique qui découle évidemment très logiquement de ce qu'on vient de se dire, qui est que la réalité des phénomènes écologiques dont on vient de parler dans ce type de situation a pour conséquence de créer une pluralité de nouvelles interrelations, nouvelles interdépendances sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Donc, dépendance du bon état écologique du milieu aux prises de responsabilité effectives des organisations qui l'affectent, dépendance de certaines organisations pour leur survie d'une certaine manière
au bon état du milieu, mais ce faisant, ce sont alors des nouvelles interdépendances entre organisations elles-mêmes qui apparaissent au grand jour, et la nécessité donc de redéfinir les responsabilités de chacun, certes vis-à-vis de l'écosystème, mais aussi vis-à-vis des autres, et de s'organiser pour les attribuer et les rendre effectives. Et donc, plutôt que d'être simplement des problèmes scientifiques ou techniques, ces capitaux naturels et leur dégradation sont en réalité source de préoccupations écologiques, pour reprendre le vocabulaire de Laurent Mermet, ou de matters of concerns, pour reprendre celui de Bruno Latour, qui sont situés, qui sont partagés entre de multiples organisations enchevêtrées ensemble dans des processus qui sont tout à la fois écologiques, sociaux, politiques et organisationnels. Et donc, ces organisations qui ensemble forment ce qu'on pourrait considérer comme des nouvelles formes de communautés d'inquiétude, pour reprendre une terminologie pragmatiste, il devient central pour ces communautés d'inquiétude de pouvoir répondre à la question suivante. Qui, au fond, est comptable de quoi et envers qui? Qui est fondé à demander des comptes à qui et sur quelle base relativement à la préservation de bon état écologique de cet écosystème? Donc là, j'ai pris un exemple fictif. Il existe bien sûr énormément d'exemples de problèmes d'environnement qui se multiplient, qui créent des tensions partout sur les territoires aujourd'hui en France. Donc à partir de cet exemple, il devient évident que toute entreprise qui mettrait en œuvre une comptabilité écologique, sérieusement, pourra difficilement faire l'impasse d'une extension de son périmètre d'analyse et de réflexion à l'échelle de l'écosystème, pour être en capacité réellement de penser la définition de ces capitaux naturels dans le cadre des interdépendances qu'elle entretient avec les autres organisations. Parce que c'est bien dans le cadre de ces interdépendances et de ces situations concrètes de gestion des écosystèmes et de ces collectifs élargis que sa responsabilité propre dans la dégradation pourra être évaluée et que les actions qu'elle mettrait éventuellement en œuvre pour restaurer ou maintenir le milieu naturel pourront in fine, potentiellement, faire aussi l'objet d'une reconnaissance sociale collective. Or, un premier constat issu des panels précédents, issu du programme de recherche, c'est que la quasi-totalité des outils, ou la totalité des outils de comptabilité écologique identifiés, ne prend en réalité pas en compte ces situations de gestion des écosystèmes. Elle s'arrête le plus souvent à la frontière des organisations formelles, disons, ou quand elles font le lien avec les milieux naturels, c'est le plus souvent dans des formes naturalisées, dans des formes objectifiées, ou en tout cas dans des formes non problématisées, comme lieu de redéfinition des relations, des usages, des interdépendances, des rapports de force, et donc comme lieu, en réalité, de réorganisation. Donc il y a un enjeu à compléter, à amender les comptabilités écologiques, disons, organisation centrées ou entreprises centrées, par des comptabilités centrées sur les écosystèmes. Le deuxième constat qu'on a pu faire dans ce programme de recherche, c'est qu'on a vu qu'il existait, au final, autant de comptabilités possibles qu'il existe des problèmes de gestion et de collectifs humains cherchant à s'organiser pour les prendre en charge, dans une certaine vision du monde. Et donc, on a vu que des comptabilités pouvaient être développées pour des formes de communautés, de collectifs, poursuivant des finalités très diverses, pas que financières. On a évoqué la comptabilité des péchés, y compris dans des arènes multi-acteurs autour de ressources naturelles, où existe un certain nombre de rapports de force, comme ça a été montré aussi sur le cas de la forêt. Donc, ce qu'on peut déduire de ça aussi, c'est qu'a priori, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser, là aussi, des comptabilités spécifiquement adaptées à ces communautés d'inquiétude au niveau des écosystèmes. Un troisième constat, c'est que la comptabilité a un rôle particulier à jouer lorsque des régimes de responsabilité existants sont remis en question et qu'il faut développer des nouvelles formes de responsabilité sur son action. Or, ces préoccupations écologiques vont interroger fortement les habitudes de ceux qui, justement, sont concernés et les régimes de stabilisés de responsabilité qui structurent ces habitudes et qui conduisent, en réalité, parce que ça n'a pas été pris en compte avant, à la dégradation des écosystèmes. Et donc, ces situations, souvent génératrices d'un certain nombre de tensions, mettent au défi les uns et les autres de redéfinir des nouveaux régimes de responsabilité pour pouvoir développer des nouvelles capacités et modalités d'action organisées, collectives, autour de ces problèmes, de ces préoccupations. Pour poursuivre cette idée-là, quel rôle, en fait, plus spécifiquement, la comptabilité donc, pourrait-elle jouer pour aider à passer de communautés d'inquiétude à des collectifs en capacité d'agir pour l'écosystème.
Pour se structurer et pour être en capacité d'agir pour la préservation des écosystèmes, ces organisations en interdépendance autour d'un milieu écologique vont avoir besoin de cadres nouveaux, de cadres communs nouveaux, de représentation de ces problèmes, ça a été évoqué aussi ce matin, d'une grammaire, de référentiels partagés pour enquêter sur l'énigme qui a été rappelé tout à l'heure, hein, l'énigme de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ces préoccupations écologiques qui demandent à redéfinir nos modalités d'action, et sur les redevabilités de chacun et la manière de les prendre en compte. Ça renvoie à notamment la fonction de médiatisation ou de médiation qui a été rappelée tout à l'heure. Elles ont aussi besoin de pouvoir statuer sur la qualité écologique de l'écosystème en question, comme focale, comme guide pour l'action collective, et d'évaluer au regard de cette qualité écologique, d'un résultat écologique qui a valeur de prescription, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, d'évaluer au regard de ça les effets de chacun, des actions de chacun, et donc de clarifier et d'attribuer des responsabilités, et de faire reconnaître des contributions. Donc ça renvoie aussi à la valeur de jugement, à la fonction de jugement de la comptabilité. Et puis, il va bien falloir réguler et rendre contrôlables ces prises de responsabilité individuelles quant à ces préoccupations écologiques pour qu'elles ne restent pas des vœux pieux. Et ça renvoie à l'autre fonction qui a été évoquée, qui est celle de subjectivation. Enfin, au regard de ces responsabilités, il va falloir aussi définir, négocier, piloter de nouvelles stratégies de cogestion de ces écosystèmes, et ce, par-delà, d'une certaine manière, le cloisonnement des logiques d'action de chacun, qui sont héritées aussi d'une certaine vision du monde. Et donc, élaborer des stratégies collectives en fait, de gestion de ces écosystèmes, tout en étant en capacité de renégocier les usages existants de chacun et les modèles d'affaires qui y ont trait. Et ça renvoie là aussi à la notion, à la fonction de territorialisation de la comptabilité, à savoir comment est-ce qu'on peut construire, non pas comment par la comptabilité importer une territorialisation économique de l'écosystème, mais au contraire comment mobiliser les fonctions et la performativité de la comptabilité pour faire exister un nouveau territoire comptable qui prend comme centre, en tout cas comme focale ou comme horizon, l'obtention d'un résultat environnemental collectif. Alors, tous ces éléments, en fait, nous font toucher en fait, le cœur de la proposition fondamentale qui est au cœur du programme de recherche en comptabilité écosystème centré, qui est d'analyser ces enjeux d'interorganisation et de redevabilité à l'échelle de l'écosystème comme étant fondamentalement des enjeux ou des problèmes de comptabilité, ou en tout cas méritant qu'on s'y intéresse aussi sous l'angle de la comptabilité. Et partant de là, de chercher à développer de nouvelles formes concrètes de cadres comptables, de systèmes de comptes centrés sur les écosystèmes, dédiés spécifiquement à l'accompagnement des processus de prise en charge de ces écosystèmes, et donc d'intégrer bien évidemment aussi dans la comptabilité tout un certain nombre de connaissances provenant des sciences de l'écologie et des sciences de la conservation. Et de faire ça, quelque part, malgré, mais aussi pour répondre au caractère distribué des responsabilités et des capacités d'action quand on s'intéresse à l'échelle écosystémique ou territoriale. Vous l'aurez compris, écosystème n'est pas à entendre comme une entité qui serait définie purement et définitivement uniquement sur les plans écologiques, ni sur les plans uniquement économiques ou juridiques, mais comme des enjeux de gestion, d'interrelation, de redéfinition des usages et de réorganisation pour préserver collectivement ces écosystèmes. Alors cette conception-là, cette vision, elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus large de recherche récente en comptabilité, qui s'intéresse, en fait, qui décale le regard sur l'analyse des socio-écosystèmes. Et c'est l'occasion de citer aussi le travail de Shona Roussel et Colin Day, avec leur papier de 2014, Who Speaks for the River, qui, justement, a été pionnier dans cette reconceptualisation disons, du socio-écosystème et des organisations qui gravitent autour comme problème de comptabilité. Mais il y a d'autres travaux qui vont dans cette direction, les travaux de Coxton, les travaux de Bebbington et collègues, etc. Une des spécificités des recherches en comptabilité écosystème centré est, dans le sens qu'a dit Alexandre tout à l'heure, aussi d'essayer d'aller plus loin que l'analyse critique
en prenant acte, quelque part, de la nature politique performative des comptabilités, que la littérature dans ce domaine a depuis 40 ans démontré de manière empirique, pour l'assumer et la mettre au service d'un projet explicite, celui de la réorganisation des responsabilités collectives pour la préservation des écosystèmes et l'atteinte de performances écologiques, dans une posture normative, mais évidemment nourrie d'une réflexion critique et réflexive. Et donc l'enjeu est bien de concevoir des cadres comptables nouveaux sur des bases conceptuelles explicites et donc discutables, d'où l'enjeu d'inscrire ça dans un programme de recherche, et de les expérimenter en situation d'intervention sur les écosystèmes. Alors, quelques petites précisions, parce que là, on voit bien le lien avec tout ce qui a été dit sur la comptabilité, mais dans ce que je vous ai raconté, on bascule progressivement vers un autre champ de recherche qui est celui de la gestion de l'environnement, où il existe déjà, là aussi, un certain nombre de manières de cadrer ces problèmes de gestion de l'écosystème et de quantification des écosystèmes. Donc pourquoi, au fond, ça mérite quelques précisions, pourquoi, au fond, parler de comptabilité alors qu'il existe d'une part des spécialistes de l'écologie et de la conservation, au fond les mieux placés pour développer des indicateurs, évaluer l'état de santé des écosystèmes, et puis, de l'autre, des recherches depuis une vingtaine d'années pour évaluer la valeur économique des écosystèmes. Sur le premier point, qu'apporte la comptabilité par rapport aux indicateurs écologiques ? Eh bien, c'est tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire un système de cadrage, une architecture, pour mettre en lien une multitude d'indicateurs, une multitude de métriques écologiques, sociales, économiques, mais dans un cadre qui est spécifiquement conçu et pensé pour équiper des processus collectifs de décision, d'action au niveau de la gestion des écosystèmes et dans leurs diverses dimensions. Donc plutôt que l'exactitude des métriques qui vont être choisies, c'est plutôt la capacité du cadre qui les articule à susciter la réflexion, la discussion, le jugement, l'interprétation ou la justification des actions par un collectif concerné qui va devenir ce qui prime et ce qui va guider la conception et l'utilisation de ce cadre. Sur le second point, qu'est-ce que peut apporter la comptabilité par rapport à l'évaluation économique des services écosystémiques ? Donc, il y a des nombreuses méthodes d'évaluation économique, des services rendus par les écosystèmes qui ont été développés depuis une vingtaine d'années. Ça a permis un certain nombre d'avancées, notamment de dévoiler la valeur économique cachée des écosystèmes, de renforcer, ce faisant, un plaidoyer aussi pour la protection de la nature dans ce registre-là. Mais aborder la question du point de vue de la comptabilité, c'est s'autoriser aussi à changer de focale, pour se demander cette fois ce qu'il faut prendre en compte pour organiser la préservation de la nature. Et donc, plutôt que de dévoiler économiquement la valeur de la nature, il va s'agir d'organiser les efforts, d'organiser les coûts de chacun pour contribuer à produire des résultats en matière d'environnement, mesurés sur le plan écologique et biophysique, et ainsi, peut-être, participer à la redéfinition de ce qui a de la valeur sur les territoires et dans la société. Troisième point, l'accent est beaucoup mis aujourd'hui sur l'importance de modéliser, de redécouvrir, de mieux décrire nos attachements multiples à la nature, à la biodiversité, aux écosystèmes, pour pouvoir mieux les discuter et en débattre. La comptabilité, on l'a vu, peut être une manière de représenter, de rendre ces liens discutables dans des dispositifs dialogiques, dans des dispositifs de médiation qui vont permettre de faire se rencontrer différentes subjectivités autour, par exemple, des interrelations avec un écosystème. Mais la comptabilité, si on la conçoit jusqu'au bout, comme ça a été rappelé tout à l'heure, quelque part comme ce qu'on pourrait qualifier de science des engagements réciproques, c'est d'une certaine manière la science des accountabilities, eh bien, ça nous oblige à aller au-delà aussi de l'identification et de la requalification des attachements des uns et des autres, mais de prendre acte et de se poser réellement la question de la négociation des engagements, des efforts et des contributions de chacun pour la prise en charge de cet écosystème, des conditions de suivi dans le temps de ces engagements, de leur mise en transparence et de leur mise en place aussi de formes de reddition de comptes mutuels pour s'assurer de la réalisation et pertinence de ces engagements. Et c'est c'est si on parvient à faire ça qu'on pourra passer de communauté d'inquiétude à communauté d'enquête, à communauté peut-être d'engagement et communauté d'action.
Et donc, quatrième point aussi, qui fait le lien avec ce qui a été dit sur le dialogue entre comptabilité et droit, c'est celle de l'institutionnalisation, des arrangements qui peuvent éventuellement être mis en place autour des écosystèmes. Au fond, l'hypothèse derrière les comptabilités, l'hypothèse de travail derrière les comptabilités écosystèmes centrés, c'est que c'est quelque part par la pratique même, par la tenue et par l'échange de comptes entre acteurs ou entre organisations, qu'une organisation collective des responsabilités peut devenir possible autour d'un écosystème donné. Donc l'horizon est bien celui d'une pratique collective ritualisée des comptes comme possible modalité d'institution progressive, de nouveaux arrangements, de règles, dans une hétérogénéité de contextes sur les territoires. Et ça conforte ce qui a été dit sur la comptabilité comme force instituante du droit, potentiellement vrai aussi sur ces nouveaux périmètres-là, mais aussi d'une base comptable nécessaire pour accueillir les différents dispositifs juridiques qui sont amenés à être développés dans les années qui viennent, comme ça a été rappelé, autour des écosystèmes. Et il s'agit donc de travailler plutôt sur une méthode qu'on pourrait qualifier de conventionnement comptable en situation, qui va se distinguer d'un certain nombre d'approches actuelles, aussi de quantification, qui cherchent à définir un équivalent général de biodiversité qui pourrait rendre commensurable tout un ensemble de situations par une même métrique, mais qui risque de ce fait d'écraser la pluralité des contextes, de court-circuiter l'analyse nécessaire de leur spécificité sociale et écologique, analyse qui est nécessaire pour rendre compte en réalité correctement et avoir une base pertinente de renégociation et de réinstitutionnalisation des responsabilités de chacun. Donc pour commencer à clôturer cet exposé, comment on travaille, et là aussi, pour le coup, je vais juste donner l'esprit dans lequel on travaille autour de ces comptabilités écosystèmes centrés. Donc, il y a eu un travail de conceptualisation qui a été fait, mais on travaille aujourd'hui autour de l'élaboration d'une architecture comptable qui puisse être pertinente dans une pluralité de situations de gestion de préoccupations écologiques, qui en fait s'appuie sur la définition d'un certain nombre de catégories incontournables d'éléments à prendre en compte et à discuter pour réorganiser la responsabilité et les engagements autour d'un écosystème. Donc évidemment l'évaluation d'un résultat écologique, mais aussi la caractérisation et la hiérarchisation des pressions et donc des responsabilités. Et puis la définition aussi de contribution écologique, alors à la fois sur le plan écologique, mais aussi sur le plan des actions, avec différents types d'actions qu'il y a derrière, je ne rentre pas dans les détails, et l'évaluation aussi des efforts pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Au fond, la question, c'est de proposer un cadre d'assemblage qui pourrait permettre à des collectifs, cependant qu'ils cherchent, parce qu'on est dans des processus à prendre en charge le problème, de se poser au fil de l'eau un certain nombre de questions. Atteint-on collectivement les résultats écologiques? Au prix de quels efforts? Ces efforts sont-ils justement répartis? Les contributions sont-elles suffisantes sur le plan de l'efficacité écologique compte tenu des pressions? Quelles contributions mériteraient d'être plus soutenues? Et si elles le sont, est-ce que c'est au nom de leur efficacité environnementale ou est-ce que c'est au nom de la reconnaissance des efforts, etc., etc. Donc c'est un cadre qui évidemment ne prend sens qu'en situation, que dans divers contextes pragmatiques d'action sur les écosystèmes. Et donc on expérimente ça sur un certain nombre aussi dans le cadre de la chaire comptabilité écologique, dans d'autres dispositifs de recherche, sur des nappes d'eau, sur des habitats semi-naturels agricoles et écologiques, sur des problématiques aussi de préservation de rivières, etc., dans un certain nombre de dispositifs. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il s'agit bien, là aussi, comme l'a dit Alexandre, d'une méthodologisation. Ce cadre ne prend sens, encore une fois, que s'il s'appuie sur des diagnostics écologiques, sociaux, stratégiques, situés dans des situations spécifiques sur les territoires qui sont toujours uniques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça prend forme, avec une analyse des préoccupations, des responsabilités, etc. Et c'est sur cette base qu'on peut ensuite entamer un travail de conception
comptables adaptés à cette situation spécifique de responsabilité et d'action, et éventuellement de tester ces systèmes de compte conçus pour cette situation spécifique comme outillage parfois dialogique, parfois stratégique, quand le dialogue est encore trop précoce. Et bien sûr, il y a un travail d'articulation, on l'a dit, avec la méthode CARE. Alors, pour conclure, récapituler et ouvrir ce panel, le développement de comptabilité écosystème centré, en fait, peut permettre de resituer les responsabilités et les actions de l'entreprise dans son écosystème plus large et territorialisé de responsabilité. En tout cas, c'est l'horizon. Et peut de ce fait renforcer, c'est un terme qui a été utilisé aussi, la crédibilité de l'accountability écologique des entreprises. Et puis, il peut permettre aussi à des entreprises de s'investir dans des stratégies de cogestion à l'échelle de l'écosystème. Et pour ce faire, de le faire auprès d'un certain nombre d'autres acteurs qui, eux aussi, sont des acteurs indispensables et essentiels de la transition écologique, chacun ayant ses propres leviers privilégiés d'action, que la comptabilité écosystème centrée, à laquelle la comptabilité écosystème centrée pourrait éventuellement aussi un jour fournir une base comptable, par exemple, pour la comparaison d'un certain nombre de situations malgré leur hétérogénéité, pour des enjeux de normalisation, pour des enjeux plutôt du point de vue des gestionnaires de l'environnement, d'être en capacité de mobiliser les connaissances écologiques pour l'action et aussi de porter des stratégies de gestion de l'écosystème. Pour des collectivités, de compléter par exemple les exercices actuels sur les budgets verts pour la protection de l'environnement, pour aller jusqu'à la base comptable, et on travaille là-dessus avec la région Occitanie et les agences de l'eau, jusqu'au résultat environnemental. Peut-être aussi de servir d'outillage de concertation et de dialogue territorial. Et imaginons aussi, puisque là on est sur l'ouverture, donc je me permets d'imaginer des choses, potentiellement aussi de servir de contre-pouvoir. Alors ça renvoie à une notion sur laquelle Colin Day a beaucoup travaillé, de counter-account, de pouvoir aussi proposer en fait que des citoyens puissent s'investir dans la construction de comptabilité ancrée dans l'écosystème pour tenir comptable un certain nombre d'acteurs qui le dégraderaient. Et donc la comptabilité écosystème centrée peut potentiellement articuler notamment à des comptabilités écologiques centrées sur les organisations, être un élément essentiel d'une architecture comptable qui permettrait de naviguer entre les entreprises et les entreprises humaines et essayer de les réorienter ou de les orienter vers un horizon qu'on espère écologique. Et si juste... Pour terminer, comme on disait, donc, un hommage vraiment appuyé à Bruno Latour et Laurent Mermet, et de vifs remerciements, parce que sans lui, rien n'aurait été possible, à Jacques Richard. Et puis un remerciement aussi aux doctorants de la chaire qui ont permis de produire un certain nombre de documents qui ont été présentés ici, et ainsi qu'à Hendrix et au CERCES pour la production aussi de documents. Merci.